يا القضية تفرق بيني وبين خنار كملت الباب ودوا حجر تركتني نصيب لا عقل ورصامي بهجر مالي عنها صبرا يا القضية تفرق بيني وبين خنار كملت الباب ودوا حجر تركتني نصيب لا عقل ورصامي بهجر مالي عنها صبرا. Très riche en épisodes, des plus connus comme la prise de la Smala d'Abdelkader, à de moins célèbres comme le massacre de la tribu des Oufia. Mais aujourd'hui, il ne s'agira pas de traiter des trois parties de ton livre, Alain, le lecteur va découvrir avec délice et intérêt, mais de mettre à la focale sur ce qui ne fut pas, comme on l'entend souvent répéter, une simple entreprise de civilisation et de pacification de peuplades arriérées, mais une guerre coloniale totale. Alors ma première question, tu parles de première guerre d'Algérie. Pourquoi cette expression et en quoi change-t-elle la perception habituelle de la conquête de 1830 ? Pourquoi la première guerre d'Algérie ? Tout simplement parce que, alors, première affirmation, c'est ma première incursion dans l'histoire du 19e siècle. Auparavant, j'avais travaillé surtout sur le colonialisme au 20e siècle. Et puis, bon, effectivement, on est obligé un petit peu, quand on fait de l'histoire, de remonter le temps. Et la démonstration la plus simple que nous partageons tous ici, c'est que le 1er novembre 1954 n'a pas été un coup de tonnerre inattendu dans un ciel auparavant serein. Donc, il fallait remonter le temps. Alors, on peut remonter le temps, les massacres du Constantinois, du printemps 45, la fondation de l'étoile nord-africaine, plus encore la révolte des Mokrani en Kabylie en 71. Et là, finalement, il faut en venir vraiment au premier jour, le 14 juin 1830 à 4 heures du matin. J'ai aucun mérite à être aussi précis, puisque le comte de Bourmont avait écrit cela sur son journal de bord, comte de Bourmont qui dirigeait le corps expéditionnaire. Donc voilà, pourquoi première guerre d'Algérie ? Également parce qu'il est trop souvent parlé dans l'historiographie et dans la vulgarisation en France de la conquête. Voilà, on parle de la conquête. Or, ça n'a pas été seulement une conquête, d'où le sous-titre d'ailleurs, une histoire de conquête et de résistance. Donc, première guerre d'Algérie, oui, ça m'a paru absolument évident. Et je dois dire, ça peut peut-être vous surprendre, j'ai eu l'impression au fur et à mesure que je travaillais que cette première guerre d'Algérie avait été encore plus désastreuse, encore plus catastrophique, encore plus violente que la guerre d'indépendance de 54-62. On n'est pas ici pour faire de la concurrence victimaire, mais malgré tout, c'est les chiffres, les faits, tout ça. Et également un aspect que le journaliste dont tu as parlé, la femme politique dont tu as parlé aurait dû connaître, un aspect qui est quand même très particulier, c'est que tout ce que je dis dans le livre est référencé par les acteurs des événements. Et ça, c'est une chose qui est très surprenante pour un historien qui travaille sur le XXe siècle. En général, les gens cachaient plutôt, excusez-moi l'expression, les saloperies qu'ils faisaient. En l'occurrence, les conquérants, les journalistes ont dit les choses avec beaucoup plus d'ouverture et de rapprochement de la vérité que pendant les guerres de décolonisation, par exemple. Donc voilà, première guerre d'Algérie, c'est la justification de ce titre. Et je dois dire que quand je l'ai proposé à l'éditeur, il a tout de suite été assez enthousiaste parce que ça correspond à quelque chose. Juste une chose pour être modeste, ce n'est pas le premier livre sur le sujet. Hein. Un coup de chapeau à gros anciens, Charles-André Julien, par exemple, qui avait écrit le premier volume de l'énorme Histoire de l'Algérie contemporaine au PUF dans les années 70, mais justement en 70, ça fait 50 ans, donc il y a des choses nouvelles. Et puis un coup de chapeau également à deux collègues qui travaillent, Jacques Frémaux et Colette Zitnicki,
qui ont fait, eux, plus des ouvrages, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je dis, plus des ouvrages de bonne vulgarisation, disons, du type cours d'université réécrit. Donc moi, j'ai voulu vraiment aller la preuve, c'est que l'épaisseur du pavé. On t'a fait le reproche de ne pas avoir abordé jusqu'à la période de Mokrani. Parce que d'abord, j'ai veillé à un danger de crise cardiaque de mon éditeur, parce que 760 pages, je crois, sur la période de 30-52, bon, c'était déjà pas mal. Et deuxièmement, il y aura peut-être un jour un autre, pas moi, hein, il y aura peut-être un jour un autre collègue qui ira plus loin. Et autre coup de chapeau, Annie Ray-Goldzager, qui est une collègue hélas disparue, qui avait écrit un livre sur le royaume arabe de Napoléon III, donc la période qui a suivi. Donc le livre est déjà fait, et Annie, qui était une bonne amie et qui était une native d'Algérie, ou de Tunisie peut-être, en tout cas une spécialiste de l'histoire de l'Algérie, qui a vécu une grande partie de l'histoire de l'Algérie, avait fait déjà ce livre. Donc je me suis arrêté en 52 et croyez-moi, ça a été un petit peu de travail quand même. Alors on va aller plus avant et on va entrer dans les prémices, puis dans le début de la conquête. C'est une période, on a fait un séquençage sur lequel on s'est mis d'accord. 1830-1835, c'est la conquête et l'émergence de la résistance en même temps. Dans ton livre, tu insistes sur l'ambiguïté initiale de l'expédition, sur la méconnaissance du terrain, la brutalité des premiers contacts et la manière dont Abdelkader devient le symbole d'une résistance structurée. Alors moi, je voudrais, pour nous tous, pour moi en premier, que tu reviennes un peu sur le temps long de l'histoire pour en finir avec ce que tu appelles très justement la tromperie du coup d'éventail. Oui, donc, ça, aucun mérite à dénoncer cette sottise, hein. C'est vraiment une chose qui est complètement aujourd'hui acquise pour les historiens évidemment, mais pour le grand public quand même. On peut pas comprendre 132 ans de colonisation par le mauvais geste d'un dais sur la joue d'un consul. Donc je pourrais en parler si vous voulez les choses plus précisément. En tout cas, l'une des découvertes que j'ai faites, moi, c'est déjà que l'idée de, non pas de conquérir l'Algérie dans un premier temps, la régence d'Alger, puisque c'était l'appellation officielle, mais en tout cas de punir la ville d'Alger, est une idée très ancienne. Un bombardement important de la ville d'Alger a été fait par l'amiral Duquesne, donc, qui était envoyé par Louis XIV, 1683 je crois, destruction d'une grande partie de la ville d'Alger. Donc c'est très très ancien. Et puis il y a une chose qui sans doute étonnera beaucoup de lecteurs, c'est les projets de Bonaparte. Bonaparte, et ça c'est complètement référencé, Bonaparte a envisagé très sérieusement une conquête de l'Algérie. Enfin, en tout cas, pour être plus précis, une conquête d'Alger. Avec l'idée qu'effectivement, il fallait avoir une implantation au nord de l'Afrique. Alors, j'en viens d'ailleurs pour dénoncer et démonter, ça c'est facile, hein, l'idée du coup d'éventail aux causes profondes. Les causes profondes, j'en vois plusieurs. Alors, en histoire, c'est toujours au pluriel les causes, hein. La première, me semble-t-il, c'est celle de la volonté de concurrencer la puissance britannique en Méditerranée. Les Britanniques, n'oubliez pas les Britanniques... Oui, il y a un petit écho. Ali est précieux. Quoique, là, ça... Je retire mon compliment, Ali, là, c'est... Prends-le à la main, peut-être. Oui, mais j'aime pas le prendre à la main. Franchement, si je peux éviter de le prendre à la main, je préfère. Bon, donc,
la première cause, hein, il n'y a pas de hiérarchie, mais je vais vous les dire rapidement toutes. Première cause, donc, l'hégémonie britannique en Méditerranée. N'oubliez pas qu'à l'époque, les Britanniques sont déjà à Gibraltar, sont à Malte, qui est une colonie anglaise à l'époque, sont à Corfou, et les Français ne sont que, entre guillemets, à Marseille et à Toulon. Donc, ils veulent pouvoir avoir un point d'appui en Afrique du Nord, donc c'est Alger. Donc, deuxième cause, qui n'est pas seulement un prétexte, c'est la punition des pirates barbaresques. Hein, vous connaissez l'expression, c'était des pirates qui écumaient la Méditerranée, en oubliant par exemple qu'il y avait autant de pirates chrétiens que de barbaresques. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de course aux bateaux les plus chargés d'or et de métaux précieux, des uns et des autres. Donc il y avait donc effectivement des pirates barbaresques qui abordaient des bateaux dits chrétiens, enfin en tout cas appartenant aux puissances chrétiennes, et qui prenaient des esclaves, mais le contraire était vrai. Je cite par exemple des galériens musulmans en France, dans le sud de la France en particulier, jusqu'au XIXe siècle. Donc les choses étaient partagées. Troisième cause, la notion qui émerge vraiment à ce moment-là de hiérarchie des civilisations. Alors ça existe sans doute depuis l'histoire de l'humanité, voire le mot barbare utilisé par les Grecs naguère, mais là vraiment au XIXe siècle, il y a vraiment l'idée que d'abord il y a une race supérieure. La notion de race vraiment explose au XIXe siècle. Voir le livre du comte de Gobineau, hein, de l'inégalité des races humaines, 1843, c'est donc 13 ans seulement après la conquête. Hein, donc tout ça, c'est la justification, l'idée qu'il y a une hiérarchie des races, et cette hiérarchie entraîne forcément une mission civilisatrice de la France, et surtout de la France, avec, nous sommes les héritiers des Lumières, il y a une sorte de double cheminement, rôle civilisateur au nom des Lumières, de la raison avec un R majuscule, mais également évangélisation. Donc ça peut paraître contradictoire, mais finalement ces deux causes se rejoignent. Je vais très vite sur les causes. Une autre cause très importante est la lutte contre la pauvreté. Louis-Napoléon Bonaparte a écrit un livre qui s'appelait « De l'extinction du paupérisme ». On disait paupérisme à l'époque à la place de pauvreté. Et la pauvreté était massive dans la France. Cette France qui pense avoir la mission d'exporter la civilisation un peu partout, eh bien, elle connaît en son sein de véritables îlots de pauvreté, de misère, de mortalité infantile à des taux absolument épouvantables. Relisez par exemple les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Bon, c'est légèrement postérieur, mais imaginez quand dans les années 1830-40, c'est à peu près aussi grave. Relisez les textes de Victor Hugo sur les caves de Lille où les enfants meurent. Contre la misère. Mais la misère, ça a une conséquence, ce sont les luttes sociales. Et à ce moment-là, la révolte des Canuts, il y en a une en 1831, une autre en 1834, je crois. Le drapeau rouge réapparaît sur les barricades à Paris et à Lyon. Donc la grande peur des couches dirigeantes, c'est de dire s'il n'y a pas une sorte de dérivatif, eh bien la révolution sociale nous guette. C'est l'époque également où Marx et Engels écrivent le manifeste communiste, 1847-48, un spectre hante l'Europe, le communisme. Donc, pour éviter le mot communisme existe au XIXe siècle. Pour éviter le socialisme ou le communisme, il faut que nos pauvres aillent outre-mer. Autre cause, l'idée que la terre d'Afrique, et en particulier d'Algérie, est une terre, un Eldorado. Il y a des fantasmes absolus sur la richesse et sur la possibilité pour la France d'avoir une économie plus saine et donc de pouvoir exploiter ces terres. Voilà, en gros, c'est les grandes causes. Donc tout ça, évidemment, ramène l'histoire du coup d'éventail à une sorte de péripétie sans aucun intérêt. Donc voilà, et c'est donc au sein
de la Restauration. Pourtant, les mots sont simples. C'est au sein de la seconde Restauration, sous Charles X, que l'idée donc de conquérir Alger va naître. Charles X a également des calculs politicards un petit peu, mais en tout cas, c'est la Restauration qui prend l'initiative. Je vous rappelle la chronologie. 14 juin 1830, arrivée des premiers soldats dans la baie de Sidi Ferruj ou Sidi Fretch, je crois on peut prononcer aussi. Et 5 juillet 1830, capitulation d'Alger. Mais entre les deux, il y a les Trois Glorieuses. Entre les deux, il y a la chute de la Restauration et l'avènement de la monarchie de Juillet. Et donc, le premier drapeau qui est planté sur la terre algérienne, c'est le drapeau blanc. Et immédiatement après, donc les Trois Glorieuses, c'est 15 jours après le débarquement à Sidi Ferruch. Hein, donc, immédiatement, c'est le drapeau tricolore avec Louis-Philippe qui est devenu roi des Français et non pas roi de France. Voilà. Alors, le débarquement à Sidi Ferruch lui-même, comment s'est-il préparé? Comment a-t-il eu lieu du point de vue logistique, par exemple? Et là, il y a des choses à dire sur cette chose-là. En fait, c'est une expédition monstrueuse, l'expédition d'Alger. Il y a 38 000 soldats qui partent à la conquête de l'Algérie, ce qui correspond à les 2/3 de l'armée, de la grande armée de Napoléon, Napoléon Ier. Hein, c'est donc 38 000 soldats qui partent. Donc c'est véritablement pour mettre un coup définitif, un coup d'arrêt définitif à la piraterie barbaresque et avec l'idée de conquérir. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas un projet de colonisation des terres. Il faut qu'on soit bien d'accord. Il s'agit d'annihiler Alger, de conquérir Oran. Constantine, ça viendra beaucoup plus tard, en 1837. Donc, dans un premier temps, c'est véritablement de contrôler la lisière septentrionale de l'Algérie et d'y mettre un représentant du pouvoir royal, de manière à pouvoir contrôler le pays. Mais la pénétration à l'intérieur ne commence pas. Donc la conquête d'Alger va être relativement rapide, donc entre le 14 juin et 5 juillet, je l'ai dit. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'hésitation. Finalement, la monarchie de Juillet qui arrive, donc je vous l'ai dit, à la fin du mois de juillet 1830, se retrouve avec cette Algérie dont elle ne sait pas trop quoi faire. Ce qui est certain, c'est que, comme les précédents, les gens de la Restauration, comme les précédents, ils veulent garder Alger. Mais que faire de plus? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une sorte de discussion interne dans les classes dirigeantes? Est-ce qu'il faut faire d'Alger seulement un point d'appui pour ce que je viens de dire sur la lutte contre les Britanniques, la concurrence, etc. Ou est-ce qu'il faut pénétrer l'intérieur des terres? Ce qui signifierait, bien sûr, colonisation progressive de l'ensemble du pays. Donc, il y a un point d'interrogation une discussion qui va durer 3 ou 4 années. C'est seulement à partir de 1834 à peu près que le choix de la conquête de l'intérieur des terres va commencer. Ce débarquement a été financé du point de vue logistique. C'est un point de détail, mais un point de détail qui a son importance dans notre histoire d'aujourd'hui. On s'y attardera pas, mais nous savons que la fortune, une partie de la fortune de la famille de Seyer, c'est partie de là, partie de ce financement, de cette expédition. Bien, alors, deuxième chose, ici, très vite, on voit apparaître une résistance qui commence à s'organiser, et à sa tête, il y a un certain Abdelkader. Oui. Alors, qui était-il? Comment en est-il arrivé là? Après 1830, il y a une sorte de période de ce que j'ai appelé sidération dans la société algérienne. Alors pour 2 raisons. D'abord, j'aurais peut-être dû en parler plus longuement tout à l'heure, d'abord par le fait que les précédents dominateurs, à savoir les Turcs, sont immédiatement chassés. J'aurais dû commencer par ça. En 1830, l'Algérie est une régence qui dépend de l'Empire ottoman.
mais c'est une dépendance extrêmement peu dense. Extrêmement éloigné. Constantinople, il n'y a pas de colons turcs, par exemple. Il y a une administration turque, il y a des hauts fonctionnaires turcs qui récoltent l'impôt, qui en gardent une partie pour eux et qui envoient le reste à Constantinople, mais c'est à peu près tout. Donc cette mince couche de Turcs, quelques dizaines de milliers, certains vont être tués au combat dans les premiers combats, et les autres vont être envoyés à Constantinople. Les Français ne vont pas ni les exterminer, ni les éliminer. On va dire, messieurs, rentrez chez vous. On leur a même laissé prendre des parties du trésor de la Casbah d'Alger. Ils sont partis avec leur suite. Et donc, à partir de ce moment-là, les anciens dominants ne sont plus là. Restent donc les tribus arabes et kabyles. Et ces tribus-là vont réfléchir, alors essentiellement les tribus arabes dans un premier temps, réfléchir à la façon de s'organiser. La sidération va durer plusieurs années, et c'est seulement en 1832 que les chefs de tribus de l'ouest algérien, donc du côté de la frontière du Maroc, vont se réunir et décider d'élire l'un d'entre eux pour prendre la direction de la résistance. Bon, ce n'est pas une élection démocratique, ce sont les chefs de tribus qui se réunissent. Ils vont demander au père d'Abdelkader, dont j'ai oublié le nom, merci, de devenir leur émir, et lui va répondre à juste titre qu'il est trop âgé, et il propose il va mourir d'ailleurs, je crois, 2-3 ans plus tard, et il va proposer son fils. Abdelkader, à l'époque, a 22 ans. C'est très très jeune. Mais Abdelkader a une très longue expérience. D'abord, il est Hajj, il est parti à la Mecque avec son père, il a fait le pèlerinage. Il est très pieux, beaucoup de témoignages disent qu'il connaissait des parties complètes du Coran, peut-être même le Coran entier, ça je n'en sais rien. En tout cas, il était très très pieux. Et c'était en même temps un combattant. Il avait déjà combattu contre les Français sous les murs d'Oran en 1830-31. Donc il avait beaucoup de qualités. Et donc, ils vont élire, ces chefs de tribu vont élire Abdelkader. Abdelkader va jouer le jeu, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler une pré-nationalité algérienne, c'est-à-dire, il a compris dès ce moment-là que les liens avec Istanbul avec Constantinople, seraient définitivement coupés. Donc, son raisonnement, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une résistance proprement algérienne qui se mette en place. Il y a une deuxième résistance qui se met en place à l'est, c'est le bey Ahmed, qui est le bey de Constantine, qui lui va rester un suppôt fidèle de Constantinople. Ce qui explique que les deux résistances ne vont jamais s'unir, et donc le bey Ahmed va mener une bataille exactement comme Abdelkader, avec beaucoup moins de force. Et la grande force d'Abdelkader à ce moment-là, c'est évidemment qu'il a le repli sur le Maroc. Le fait que le Maroc était indépendant n'a jamais été une colonie, une possession ottomane. Donc le Maroc est un sultanat indépendant et va offrir l'hospitalité à Abdelkader jusqu'au moment où il y aura un retournement dont on parlera peut-être. Comment se fait-il que Abdelkader ait pu fédérer si rapidement les tribus ? Quel est le carburant ? Qu'est-ce qui a fait que très vite, il a quand même fédéré, pas seulement à Oran, mais au fur et à mesure, il va fédérer beaucoup plus largement. Ah oui, bien sûr. À mon avis, il y a déjà un aspect qui est tout à fait évident, c'est le rejet de l'étranger. Tout simplement, il n'y avait pas besoin de grands discours théoriques, structurés, pour faire comprendre aux populations que l'étranger était là et que l'étranger, on va parler des violences tout de suite après, l'étranger faisait des violences. L'étranger s'attaquait au cœur même, à l'âme même de l'Algérie. L'âme, c'est quoi ? C'est la religion déjà. C'est la religion déjà. La première chose que fait l'armée française en pénétrant dans Alger, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 5 juillet 1830, c'est détruire des mosquées. Détruire des mosquées, raser le vieil Alger. Aujourd'hui, on n'a plus aucun plan du vieil Alger. Le vieil Alger a été, le centre d'Alger a été détruit. Et comme manifestement les archives ottomanes, il y en a peut-être quelque part à Constantinople, j'en sais rien,
enfin à Istanbul, j'en sais rien, mais en tout cas, le cœur d'Alger a été rasé. Pas par volonté délibérée de détruire, mais tout simplement parce que les Français qui arrivaient étaient devant un urbanisme qu'ils ignoraient complètement. Ils connaissaient, bon, il n'y avait pas encore des grandes avenues de Haussmann dans les villes, mais enfin, il y avait quand même des rues beaucoup plus larges. Et là, ils se sont trouvés devant un inextricable réseau de ruelles, parfois angles morts, etc., dans lesquelles circulaient essentiellement des ânes chargés de victuailles. Et donc, ils n'ont pas compris, et donc ils ont décidé de raser pour avoir en quelque sorte une vue et un contrôle surveiller et punir en quelque sorte les populations algériennes. Et puis les mosquées. Les mosquées ont été l'objet véritablement d'un mépris absolu pendant les 20 ou 30 premières années. Ça continue après, mais là, vraiment, c'est... Donc, les mosquées ont été soit détruites, certaines ont été rasées. D'autres mosquées ont été transformées en casernes, en écuries, parce que l'état-major disait il n'y a pas de grands espaces dans lesquels on peut loger les soldats, donc on utilise les mosquées. Il y a eu véritablement cet aspect-là. Donc, pour revenir à Abdelkader, il a un petit peu fédéré un petit peu toutes ces idées. Et puis il a mis en place, et ça c'est une chose que j'ai complètement découverte moi, Abdelkader n'a pas été seulement le combattant, l'homme pieux, c'était un homme d'État. C'est-à-dire qu'il a eu la volonté de créer véritablement une administration dans l'intérieur des terres, tout ce qu'il contrôlait, c'est-à-dire des milliers de kilomètres carrés. Il a créé une administration, il a rétabli un système d'éducation que les Français avaient, des écoles coraniques ont été complètement détruites dès les premières années par les Français. Une administration, une levée d'impôts, un réseau de fonctionnaires. Donc il y avait déjà un embryon d'État, et puis également une industrie. Beaucoup de Français qui arrivaient dans les villes qu'ils avaient reconquises, ou dans les cités qu'ils avaient reconquises d'Abdelkader, ont été surpris de voir des ateliers de sidérurgie, par exemple. Tout ça, c'est la preuve que Abdelkader était... Moi, je continue à penser que c'était un être vraiment d'exception, et que c'était une chance pour l'Algérie que cet homme-là ait pris la tête de la résistance. Alors, il y a une période qui est un peu une période d'hésitation, d'accalmie, de reprise, de trêve, dont on ne va pas beaucoup parler, mais il y a quand même une question pourquoi Bugeaud, dans ce cas, va abandonner la logique de négociation et va aller très vite vers la guerre et vers la brutalité totale. Alors, en fait, la guerre totale a commencé pratiquement avec la conquête. Alors Bugeaud, c'est celui qu'on adore détester, et donc, et bon, j'en dirai beaucoup tout à l'heure, hein, mais dès le début, il y a eu cette volonté un petit peu de destruction. Bon, le premier exemple, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la tribu d'El Oufia, qui était donc du côté... dans la banlieue proche d'Alger, c'est donc en avril 1832, donc vraiment ça va très très vite. Le duc de Rovigo, qui était commandant, enfin l'équivalent de commandant en chef de l'armée du corps expéditionnaire en Algérie, le duc de Rovigo va constater que une des tribus qui avait été soumise, qui était, on peut dire collaboratrice au sens pas vichiste du mot, mais enfin qui avait accepté la présence française, avait été victime de vol. Et il va envoyer sur le village d'El Oufia, donc 1832, 8 ans avant l'avènement de Bugeaud, ces sbires littéralement, et qui vont totalement tuer la totalité de la population, avec il semble qu'il y ait eu 2-3 enfants et vieillards épargnés parce qu'il y a des sous-officiers qui les ont cachés, mais vraiment l'idée du duc c'était ça.
Et puis, après avoir détruit cette population, on va s'apercevoir que le vol n'avait pas été fait par cette tribu. Et donc, les décapitations vont continuer. Effectivement, tu as raison, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a eu des périodes d'acceptation de la présence des deux. Il y a eu même un traité qui a été signé par un certain général Desmichel, une sorte d'observation du statu quo. Et puis le statu quo s'est vite cassé la figure, et donc la guerre a continué. Et il faut dire qu'avant Bugeaud, tous les officiers, avant et pendant et après Bugeaud d'ailleurs, tous les officiers ont été véritablement des sabreurs, ont été véritablement des officiers d'une extrême violence contre la population algérienne. Il y a vraiment beaucoup d'exemples par exemple, la conquête de Constantine s'est faite en deux étapes. La première en 1836, où l'armée française, dirigée par le maréchal, il était maréchal Clausel, a échoué. Et d'ailleurs, il a été accusé parce qu'il avait vraiment mis ses soldats dans une situation absolument impossible. Il y a eu des milliers de soldats français qui sont morts de froid, parce qu'il semble que les généraux français ne savaient pas qu'il pouvait y avoir du gel en Algérie. Donc, ils n'avaient pas pris ce genre de précautions. Bon. Et puis ensuite, 1837, la ville de Constantine a été prise par le général par le général de Raymond, qui est mort pendant le siège. Bon, en tout cas, mais toutes ces activités ont été extrêmement violentes. Bugeaud, dans un premier temps, va estimer que finalement la conquête de l'Algérie n'est pas forcément une bonne idée pour la France. Ça paraît peut-être paradoxal. Mais en même temps, il est également un homme politique, il est député. En même temps, il va critiquer ses prédécesseurs sur le thème un petit peu si vraiment vous voulez l'Algérie, il faut y mettre vraiment le paquet. Et moi, je vais vous dire comment il faut faire la guerre. Donc, il va non pas inventer, mais généraliser la guerre totale. À partir du moment où Bugeaud prend les baguettes, et que à partir de 1841, à partir de 1840 ou 41, là ça prend une autre dimension, une totale autre dimension. Alors, dans ton livre, on peut séquencer ça 1840, 1841, 1847. La fin de... Et tu montres comment la conquête devient une guerre d'extermination en assumant la brutalité comme instrument politique. Bugeaud revendique la razzia comme outil de domination. Je voudrais vous lire un petit texte avant que tu reprennes la parole. C'est un petit texte de Bugeaud qu'il prononce devant la Chambre des députés. Il dit ceci: « Pour les réduire, il faut attaquer leurs intérêts, détruire les villages, couper les arbres fruitiers, arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les rochers et les grottes, saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. » C'est Bugeaud qui dit ça, et c'est Bugeaud qui va avoir le commandement en Algérie. Alors, comment tu as beaucoup développé cet aspect-là, et moi j'aimerais bien que, pour nous tous, que tu reviennes un peu sur cette stratégie de la terre brûlée que va développer Bugeaud tout au long de son commandement. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas la partie la plus agréable de la conférence. Parce que moi, au moment d'écrire ça, parfois, j'en croyais pas mes yeux. Mais encore une fois, tout ce que je vais vous dire, c'est écrit dans les... Parce que tous les généraux écrivaient. Le soir, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas la radio. Donc, ils se mettaient devant une lampe à huile sur un pupitre et ils écrivaient à leur famille.
Et leur famille, mais ils disaient tout ce que je vais vous dire, ils l'écrivaient, mais non pas en disant faut le cacher, mais au contraire en s'en vantant. C'est ça qui est absolument. Et dans la presse également. Dans le journal des débats qui est entièrement numérisé sur le site de la Bibliothèque nationale, qui s'appelle Gallica, le journal des débats écrit tout ça. Donc, ces gens-là donc, disaient en quelque sorte, la France m'a confié une mission, voyez comme je l'accomplis bien, et voyez comme je suis en train de mettre le peuple algérien à genoux. C'était un petit peu l'esprit. Avant d'en venir à la description, ne jamais oublier que ce sont les politiques qui sont les responsables. Jamais oublier, c'est vrai pour toutes les guerres de colonisation. La guerre d'indépendance, Massu et Bijard ont été les tortionnaires, mais c'est d'abord Mendès France, n'oublions pas, François Mitterrand, Guy Mollet, ensuite Michel Debré, Charles de Gaulle, c'est eux qui ont qui ont donné les ordres pour qu'il y ait. Bon, je ferme la parenthèse. Pour la première guerre d'Algérie, c'est la même chose. Celui qui a décidé d'envoyer, après ce discours, le discours, Bugeaud a tout annoncé là-dessus, il n'était pas hypocrite. Après ce discours, celui qui a envoyé Bugeaud en Algérie, avec tous les pleins pouvoirs, c'était le maréchal Soult, qui était président du Conseil, et son ministre, je ne sais plus quel poste il avait, c'était Adolphe Thiers. Thiers, c'est pas seulement la commune, hein, il était déjà en activité à l'époque, hein, sous la monarchie de Juillet. Donc c'est Thiers et Soult qui ont donné le mandat. Alors, la guerre totale, c'est bon, apprêtez vos oreilles à souffrir. Les razzias. La razzia, c'est le plus grave parce que le plus généralisé. C'est-à-dire qu'une colonne française arrivait devant un village, soit parce que le village avec quelques francs-tireurs avaient tiré sur les colonnes françaises, soit tout simplement parce qu'ils voulaient se nourrir. Ils arrivaient devant un village, ils prenaient tout. Ils prenaient le grain, ils prenaient le bétail. Dans le journal des débats, il y a même des informations sur le nombre de bœufs, le nombre de moutons, le nombre de chèvres qui sont rasiés, donc tout simplement pour nourrir les populations. Et cherchaient même les silos. Je vous apprends rien en vous disant qu'au Maghreb, il y avait une pratique très ancienne pour éviter les périodes de famine, pour faire la jonction entre les récoltes. Il y avait les silos à grains, donc ils cherchaient les silos, et lorsqu'ils ne pouvaient pas tout emporter, ils brûlaient. Et donc la tribu qui avait été rasiée n'avait plus rien. Et donc c'était la famine. Soit partir vers le sud, mais vers des terres arides, soit rester sur place et mourir de faim. Et je vous donnerai les chiffres après. L'immense majorité des morts de cette période, ce sont des civils qui sont morts de famine ou de maladie, mais j'y reviendrai. Donc la razzia, c'était ça. La pratique de la décapitation. La décapitation, les officiers demandaient aux hommes qui partaient en campagne de ramener des têtes humaines pour prouver le nombre d'ennemis qu'ils avaient tués. Bon, je pense sur les détails. Il y a également la décapitation, je dirais, légale, officielle, à savoir la guillotine. La guillotine a été un produit d'importation française en Algérie. Reportez-vous, si vous avez ça chez vous, ou peut-être sur Internet, reportez-vous au carnet de Victor Hugo. Victor Hugo écrit en 1843, il décrit, en 1942, puisque la décapitation a eu lieu en 1943, Victor Hugo écrit en 1842, il dit la scène se passe à Alger, je vois des caisses arrivent sur le quai d'Alger, tout le monde s'interroge, c'est quoi ces caisses? On commence à en ouvrir une, on ne comprend pas, il y a des bouts de bois, tout ça, et quand on ouvre la dernière, c'est la lame de la guillotine. Et Victor Hugo écrit, c'est la civilisation qui arrive en Algérie sous la forme de la guillotine. Victor Hugo, 1843. Donc, 42, et la première décapitation, 43. Hein. Et sur toute la période de la présence française, de 1843 à 1961, je crois, les derniers, il y a eu des décapitations d'Algériens, soit des patriotes, soit parfois des droits communs, mais en tout cas, la décapitation a été bon.
après une razzia, certaines femmes étaient emmenées, ils choisissaient les plus belles, c'est écrit comme ça, hein. Ils choisissaient les plus belles, il y avait probablement hélas des viols au moment même des razzias quand ils arrivaient sur un village, puis ensuite ils emmenaient le bétail humain, le bétail féminin. Donc c'est des choses qui sont très très fréquentes dans les descriptions. Les enfumades, c'est une chose qui est beaucoup plus connue, en particulier par le fait que les enfumades des grottes du Dara, hein, excusez-moi pour la prononciation, où la prononciation, je garantis rien. Hein. En tout cas, donc c'est le général, il était général à l'époque Pélissier, il a d'ailleurs été fait maréchal après en remerciement des services rendus. Général Pélissier, sur ordre de Bugeaud, est arrivé donc devant ce village qui avait été déserté. Il y avait eu peut-être quelques coups de feu là aussi de francs-tireurs, qui n'étaient pas des gens d'Abdelkader. C'était vraiment dans tous les villages algériens, il y avait des fusils, ne serait-ce que parce qu'ils étaient chasseurs, ils avaient besoin d'aller chercher du gibier. Donc il y avait par-ci par-là des francs-tireurs qui n'avaient rien à voir avec la résistance organisée de. Donc Pélissier arrive, la population, toute génération confondue, plus le bétail d'ailleurs, se réfugie dans des grottes, et le général Pélissier décide, selon d'ailleurs l'expression très, très jolie de Bugeaud, enfumez-les comme des renards. Comme des renards, la bestialisation de l'indigène est quelque chose de... Donc Pélissier arrive et il dit « j'ai quand même pas sacrifié des hommes » parce qu'ils étaient sans doute les grottes étaient en hauteur, donc il ne voulait pas risquer de sacrifier des hommes. C'est tellement facile, on a mis des fagots aux deux extrémités de la grotte et on a mis le feu. Et il se trouve que dans le cas précis du Dara, le général Pélissier avait eu la mauvaise idée d'avoir auprès de lui un officier espagnol qui n'était pas là pour la guerre, mais qui était là comme observateur. Et cet officier espagnol a été outré il a vu le spectacle après, il l'a décrit, il a dit il y avait des enfants à la mamelle encore qui étaient qui avaient été calcinés, des animaux avec des odeurs épouvantables, des vautours qui commençaient déjà, etc. Il décrit tout ça, il envoie ça à un journal espagnol, et par une sorte de miracle pour l'information en tout cas, c'est connu en France, et ça a été l'objet d'un grand débat. Et ça aussi c'est une surprise. Sous la monarchie de Juillet, il y a eu des débats, non pas sur la colonisation, pratiquement l'immense majorité des Français, et en particulier la gauche socialiste de l'époque, ou la gauche républicaine de l'époque, étaient d'accord sur le principe. Mais sur les méthodes, il y a eu ce débat. Et donc on constate que, là aussi dans le journal des débats, et à la Chambre, il y a eu des protestations. Il y avait deux chambres à l'époque, il y avait la Chambre des députés et la Chambre des pairs, hein, les pairs de France, qui était une auto-désignation. Et à la Chambre des pairs, le fils du maréchal Ney, qui était un aristocrate, un noble, prononce des mots absolument violents contre les enfumades. Et là aussi, on peut faire le parallèle avec la guerre d'indépendance. La protestation publique a été plus importante sous la monarchie de Juillet que sous la 4e et 5e République. C'est quand même étonnant, mais 4e et 5e, je ne vous l'apprends pas, il y a eu la censure, il y a eu l'impossibilité, l'interdiction de la question, enfin tout ça, c'était beaucoup plus... Voilà, voilà le triste tableau que je vous ai infligé. Alors il y a quand même quelque chose dont il faut dire un mot, c'est la prise de la Smala d'Abdelkader. Qu'est-ce que ça a changé dans le cours de la guerre? C'est 1843, il me semble. Est-ce que ça a changé beaucoup? Est-ce que ça a été un coup dur, ou est-ce qu'il a été surpassé ensuite par une autre forme d'organisation? Alors je vous lis un texte, et puis je vous réserverai la surprise après. Cependant, Abdelkader les suivait, donc il s'agit des soldats français, cependant Abdelkader les suivait le long des collines, épiant le moment et le lieu propre à l'attaque. Là où il apprenait que les Français devaient porter leurs pas, il gâtait les fourrages et empoisonnait les sources,
si rare dans ce pays. Il se montrait tantôt à Métellus, il se montrait tantôt à Bugeaud, tantôt à Saint-Arnaud, tombait sur les derniers rangs et regagnait aussitôt les hauteurs. Puis il revenait, menacer l'un, harceler l'autre. Enfin, ne livrant jamais de bataille, ne laissant jamais de repos, et il réussissait à empêcher l'ennemi d'accomplir ses desseins. Donc voilà un texte qui vous paraît peut-être concernant Abdelkader. Il n'en est rien. C'est un texte écrit par l'historien Salluste au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui parle de la lutte de Jugurtha. Je n'ai fait que changer Jugurtha par Abdelkader et Romain par français. Bugeaud, devant la Chambre des députés, dit ceci, que la chute du Jugurtha moderne ne vous dispense pas de prudence. Bien sûr. Il y avait ce Bien côté... Le mythe de Jugurtha. Et l'une, en dehors de l'histoire, l'une des premières conférences de Kateb Yassine, jeune, portait sur le Jugurtha. Exactement, donc il n'y a pas de coïncidence. Tout ça pour dire que la notion de guérilla n'a pas été inventée par Mao au XXe siècle, mais qui est une notion aussi ancienne qu'il y a des armées de conquête et des peuples qui résistent. Donc cette technique a été mise au point. Je vais revenir à la Smala après. Donc pas mise au point, mais mise en application. Le mot même de guérilla est né au XIXe siècle, donc il existe déjà. Donc alors, l'idée, bien sûr, d'Abdelkader, c'était de refuser le combat frontal. Il n'était pas idiot. Le combat frontal, il y avait une disproportion des forces. L'armée d'Abdelkader, c'était quelques milliers de... Oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. L'armée d'Abdelkader, c'est quelques milliers de cavaliers armés avec... il y avait une industrie d'armement qui commençait. Il y avait également nos amis anglais qui faisaient transiter des armes pour nourrir la résistance d'Abdelkader en passant par le Maroc. Donc Gibraltar, Tanger, c'est facile. Et ensuite, les armes arrivaient à... Donc il y avait ça. Mais en face, au moment de Bugeaud, l'armée française a atteint 100 000 soldats. Ça, c'est référencé dans le livre. C'est référencé par des sources de l'époque. 100 000 soldats français ont écumé l'Algérie, traversé l'Algérie de part en part en permanence, des colonnes infernales. Donc Abdelkader ne pouvait pas affronter cette armée. Donc le harcèlement, donc à un certain moment, il a réussi à avoir des sortes de ce qu'ils ont appelé des capitales en dur, donc finalement, mais ils ont été obligés de les évacuer. Et ensuite, c'était la pratique de la Smala. La Smala, c'était quoi? C'était une ville ambulante qui suivait Abdelkader. Il y avait toutes les générations. Il y avait la mère d'Abdelkader, d'ailleurs, est restée avec lui jusqu'à la fin. Ce qui suivait donc Abdelkader, il y avait donc plusieurs milliers de personnes, mais évidemment, l'armée française qui manquait, c'est également un des aspects de la guerre populaire. L'armée française manquait d'indicateurs pour savoir où était cette Smala, donc elle la chassait. Et finalement, c'est le duc d'Aumale, qui était le fils de Louis-Philippe, le fils cadet, je crois, de Louis-Philippe, le duc d'Aumale, qui a, à un certain moment, su que la Smala d'Abdelkader était à tel endroit, donc en 1843, et donc il l'a attaqué. Ils n'ont pas eu beaucoup de mérite, parce que ils ont bénéficié de l'effet de surprise, et il y avait très peu de combattants dans la Smala à ce moment-là, parce qu'Abdelkader lui-même était parti en colonne bien plus loin, je ne sais plus où, en 1943. À partir de là, effectivement, il était de plus en plus isolé, il n'avait plus toute cette intendance qui pouvait le servir. Et puis l'autre moment clé du déclin d'Abdelkader, c'était le moment où le Maroc, les portes du Maroc se sont fermées. Alors, explication. Jusqu'à 1844, le Maroc a aidé considérablement, d'abord en permettant justement ce trafic d'armes, et puis en permettant aux troupes d'Abdelkader de venir se réfugier, de reprendre des forces, de se nourrir. Donc il y avait une sorte d'alliance, pas jamais concrétisée par un pacte, mais en tout cas il y avait comme une sorte d'alliance, il y avait une sorte de repli pour... Bon, à un certain moment, Bugeaud a estimé qu'il fallait que cela cesse, et donc il a pénétré au Maroc. Bon, est-ce qu'on peut parler de droit international à l'époque? J'en sais rien, mais en tout cas,
Il a pénétré sur le territoire d'un État souverain, le Maroc, jusqu'à tout près d'Oujda, la bataille d'Isli, je ne me souviens plus du mois, mais 1844. La bataille d'Isli a été un véritable carnage. Le sultan du Maroc, je crois, Abderrahman, rectifié, c'est Abderrahman, le sultan du Maroc a envoyé son armée, qui est une armée numériquement beaucoup plus importante que la colonne Bugeaud, et l'armée marocaine a été décimée en quelques heures. C'était un véritable bain de sang, l'armée de Bugeaud était nettement supérieure, et donc l'armée marocaine a été quasiment réduite à néant en quelques heures. En même temps, Bugeaud a ordonné le bombardement de Tanger et d'Essaouira, donc Mogador à l'époque, avec débarquement de troupes à Essaouira. Et donc, à partir de ce moment-là, le Maroc a été contraint de renoncer à toute aide à Abdelkader, et donc, au contraire, l'a même repoussé vers l'Algérie. Le 24 décembre 1847, Abdelkader s'aperçoit qu'il est vraiment dans une impasse, qu'il n'a plus aucune possibilité, que finalement, s'il persistait encore, non seulement ses cavaliers, mais même son entourage finirait par mourir. Donc, il se rend dans l'honneur avec une demande. Alors, il se rend au duc d'Aumale. Donc, on est en décembre 47, c'est encore la monarchie de Juillet. Au duc d'Aumale, qui est donc le fils de Louis-Philippe, et il demande une seule chose. Il donne sa parole qu'il ne continuera plus le combat, mais il demande une seule chose, c'est de finir ses jours en terre d'islam. Le duc d'Aumale donne sa parole, et donc celle de la France, mais on est en décembre 47. La révolution de février 48 va virer donc la monarchie de Juillet et mettre en place la République. Et les républicains, comme quoi les valeurs de la République, il faut toujours se méfier quand j'entends les hommes politiques parler des valeurs de la République, moi ça me donne de l'urticaire. La République va trahir la parole de la France, et la République va garder Abdelkader en résidence forcée. Alors, il n'a pas été en prison avec les fers aux pieds. Il était au château, dans un premier temps à Toulon, ensuite au château de Pau et ensuite au château d'Amboise. Bon, c'était, on peut dire, un exil doré, mais on l'a quand même privé de sa liberté. Et donc, la France a failli à sa parole. Et donc, ça, c'est un acte, à mon avis, très grave. Il y a eu très peu de protestations. Les républicains français le gouvernement français, donc Lamartine, Le Dreux-Rollin, enfin tous les grands républicains de l'époque, n'ont pas tenu leur parole. Et finalement, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un paradoxe, qui a été voir à Amboise Abdelkader, qui lui a dit la France va tenir sa parole. Et donc Abdelkader a été libéré d'Amboise. Il a passé quelques mois ou quelques semaines à Paris, où il a été l'objet d'une attention, d'une curiosité particulière. Et ensuite, donc, il a pris le bateau d'abord pour Constantinople, je crois, et il a fini ses jours à Damas. Très bien. Alain, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. J'invite vraiment à lire ce livre. سيوني سلبوني وخبوني صدور في اللوني كمت في لي عاد الجوار يحسن عون لي عشيق كيف مجروح بلا حصان انا نكويت من النيار يوم لقيت الخوضة في حواس المخفية سلموا علي